C'est une policière pas comme les autres, d'abord parce qu'elle est jeune et jolie, mais aussi et surtout parce qu'Agnès Nodin fait partie d'une brigade très spéciale, parfois surnommée la brigade biberon. Elle traite notamment d'affaires de viol sur mineurs, d'inceste ou de bébés secoués. Comment elle y est arrivée, les terribles cas dont elle a dû s'occuper et comment elle et ses collègues surmontent les horreurs auxquelles ils sont confrontés. Flics des familles, rencontre réalisée avec Étienne Grelet et Caroline Bertolino. Agnès Nodin, vous avez un jeune fils, vous êtes arrivé à la brigade de protection des familles il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans la relation avec votre fils? Je pense que si j'avais pas eu d'enfant au moment où je suis rentrée dans la brigade, j'en aurais peut-être pas fait. Là, mon fils avait déjà 2 ans et demi et je pense que je me rendais pas compte avant d'y être des affaires que j'allais entendre. Et avec le recul, pour l'instant, elles n'ont pas eu un impact, on va dire, considérable sur la façon dont je me comporte avec lui. Parce que... Vous n'êtes pas plus inquiète maintenant, c'est ce que vous non, dites. que je l'étais déjà pas avant. Je pense que je suis plus alerte maintenant que j'entends les enfants, qu'au fur et à mesure, voilà, des histoires qu'on voit. Je pense que si mon fils avait un problème, j'aurais peut-être la chance de le savoir, et encore, on n'est jamais sûr de rien. Souvent, quand je lui pose des questions pour savoir des choses, je les pose comme si c'était quelqu'un que j'avais en entretien. Et d'ailleurs, ça marche. Il parle beaucoup plus facilement et il est assez volubile. Donc, j'ai pas la phobie voilà, il va au centre de loisirs. Si plus tard, il doit aller en colonie, il ira en colonie. On vit pas sinon. On s'arrête et c'est terminé. J'ai pas envie de le mettre sous cloche. Agnès Nodin, comment vous avez atterri à la brigade territoriale de protection des familles? Parce que j'avais envie de traiter de l'humain et pas de la drogue ou des voilà, ou des cambriolages. Votre travail, il consiste en quoi? Vous faites quoi concrètement tous les jours? On mène des enquêtes sur tout ce qui est viol et agression sexuelle sur les mineurs en milieu intrafamilial et institutionnel. Et aussi toutes les violences conjugales assez graves. Comment on mène une audition d'un enfant? Comment on lui parle? Qu'est-ce qu'on lui pose comme question? On est dans une salle un peu à part qui ressemble à une salle dans laquelle voilà, il y a des canapés, il y a des jeux, enfin, qui a un environnement un peu enfantin avec des livres aussi pour mettre l'enfant à l'aise. Et puis petit à petit, on l'amène à parler de ce qu'il a dit ou de ce qu'on nous a rapporté, en lui posant le maximum de questions qui soient très ouvertes pour le laisser parler. Et voilà, c'est très compliqué la parole de l'enfant parce que, en fonction des questions qu'on va poser, il va nous répondre d'une certaine façon, souvent pour nous faire plaisir, ou alors parce que, par exemple, quand un enfant a fait une révélation à son père ou à sa mère, en lui disant, par exemple, un tel ou voilà m'a touché le zizi, par exemple. Soit le parent se tait, soit il commence à pleurer, soit il va être voilà, forcément très étonné. Il va commencer à poser plein de questions à l'enfant. Et l'enfant qui, au départ, lui, ne se rend pas forcément compte que c'est quelque chose qui est mal, par la réaction du parent, va comprendre qu'il y a un problème. Et donc là, il va essayer d'adapter son discours pour faire plaisir aux parents, ou en tout cas pour ne pas le blesser. Et après, nous, quand on arrive derrière et qu'on les réentend et qu'on leur pose des questions sur ce qu'il s'est dit, sur voilà, ce qu'il a dit à papa ou à maman et qu'on lui demande de nous le répéter, ben on peut avoir des moments où ils ne parlent plus parce que dans leur tête, ce qu'ils ont dit, c'était pas bien. Quel type d'affaires vous traitez le plus? Des problèmes d'agression sexuelle, d'adolescents, dans des familles recomposées, par exemple. Le fils de monsieur qui va faire des attouchements sexuels sur la fille de madame. Donc il n'y a pas forcément de lien de fraternité entre eux, mais c'est des enfants qui sont amenés à se côtoyer. Toutes les violences sur les enfants, avec les nourrices, donc ça j'en parle dans le livre, les nourrices, les parents aussi. Les animateurs, beaucoup. Dans le milieu institutionnel, c'est tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les animateurs dans les centres aérés. Enfin, je dis les animateurs et plus largement, ça peut être les enseignants, voilà. L'affaire la plus délicate que vous avez eu à traiter, qu'est-ce que c'est? Le bébé secoué, décédé. Ça vous dit que c'est... en fait, mais enfin, parce qu'il y en a eu... C'est le pire de ce qui
peut arriver dans ce type d'enquête? Pour moi, c'est les plus délicates. C'est pas le pire, dans le sens... après, les mots, ça reste subjectif. Ouais. C'est le plus délicat parce que c'est ce qui demande le plus de délicatesse. C'est ce qui demande le plus de finesse, de pas se presser, de se remettre en question beaucoup pour pas se tromper. Ça m'a fait penser un peu à ces moments dans lesquels on pourrait tous, finalement, en tant que parents aussi, être tellement exaspérés par l'enfant parce qu'il n'arrête pas de pleurer et on ne comprend pas pourquoi et on ne sait pas quoi faire. Et c'est un peu comme si dans notre cerveau, il y avait un truc qui se déconnectait. Et on faisait quelque chose alors qu'on n'en avait ni jamais eu l'intention, ni sans même comprendre pourquoi on le fait. Comme si c'était absolument pas dans la volonté de faire du mal. Mais c'est un moment où on dégoupille, comme si on ne pouvait pas se retenir et on ne pouvait pas... je sais pas, comme s'il y avait une autre force qui s'emparait de nous. Et une fois que la tension retombe et qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, on se regarde et on se dit « mais c'est pas moi ça ». Et ça, je l'ai souvent entendu de la part des nourrices qui n'étaient pas des nourrices maltraitantes et qui, pour autant, à un moment donné, elles en sont arrivées au point un espèce de point de non-retour et elles comprennent pas, en fait. Elles se disent « mais ça me ressemble pas, c'est pas moi ». Et je veux bien les croire. La chose la plus surprenante, ahurissante que vous ayez vécue? C'était une adolescente, 14-15 ans, qui était là pour une histoire d'agression sexuelle et avec un de ses anciens petits copains. Sauf que ça, à l'époque, je le savais pas. Et quand je lui ai posé la question de savoir s'ils avaient flirté ensemble, elle m'a répondu non. Et après, je lui ai dit d'accord, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit j'ai juste embrassé puis je l'ai sucé. Et là, je me suis arrêtée, je me suis trouvée bête parce que je me suis dit qu'elle n'avait pas compris le terme flirter. Voilà, ça, c'est le moment où je me suis trouvée en arrêt parce que j'avais envie de rigoler et en même temps, elle était sincère dans ce qu'elle disait. On arrive à rire dans votre service, dans votre brigade? Est-ce qu'il y a des moments de détente aussi comme ça? Et je pense évidemment à ce film Police où il y a des scènes comme ça où on les voit vraiment rire des victimes parfois, parce que c'est tellement ahurissant les situations dans lesquelles ils se retrouvent qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que ça vous arrive? Oui. Oui, on rigole, bien sûr. C'est de l'humain, donc il y a forcément toujours des cas un peu particuliers, des gens qui vont avoir une façon de s'exprimer ou ce genre de choses-là, mais on en rigole. Le plus souvent, on est exaspéré, mais on se dit comment c'est possible ou comment est-ce qu'on peut en arriver là, comment est-ce qu'on peut vivre ça, comment est-ce qu'on peut être comme ça. On est plus souvent dans l'incompréhension que le reste. La plus grande satisfaction pour vous dans votre métier, qu'est-ce que c'est? La justice. Et le plus gratifiant? C'est je sais pas, une victime qui part et qui nous regarde et qui nous dit merci.